nous avons vu de quelle façon retorse et presque vertigineuse Jean Demain se présente et présente rétrospectivement, se présente prospectivement dans le rêve de Guillaume de Lorris et présente rétrospectivement Guillaume de Lorris, tout ça par la bouche du dieu d'amour au milieu du roman de la Rose. C'est un texte, et c'est un procès extrêmement connu, et j'avais un peu honte de revenir une fois de plus sur ce passage, mais il était difficilement évitable étant donné le sujet de cette année. D'ailleurs, nous allons continuer, au moins pour cette séance, à parler de textes très classiques. Malgré les efforts de distanciation de Jean Demain, qui prend soin de distinguer l'auteur objectif, qu'il est lui-même, du jeu du rêveur et narrateur, qui est assimilé au premier auteur, mais auteur, lui, évanescent, puisque nous ne le connaissons pas d'autre part qu'à Guillaume de Lorris. Ces efforts qui sont en même temps de distinction et de distanciation, qui sont en même temps brouillés par ce montage malicieux et vertigineux qui fait qu'il est présenté prophétiquement à l'intérieur du rêve de Guillaume de Lorris, par amour, personnage de ce rêve. Donc malgré ces efforts de distanciation, le roman de la Rose a si bien été senti, et à juste titre, comme un roman de l'expression et de l'expansion, si on veut dire, des états de conscience du jeu narrateur, que lorsque, 50 ans exactement après Jean Demain, un moine de Chaly, qui s'appelle Guillaume de Digulville, écrit en 1330-1331 son pèlerinage de vie humaine, il ne se contente pas de raconter son rêve, mais il précise qu'il a fait ce rêve parce que, juste avant de s'endormir, il avait lu le roman de la Rose. Il lisait le soir avant de dormir le roman de la Rose, il s'endort et il fait son rêve. Et alors, le pèlerinage de vie humaine est donc fait sur le modèle du roman de la Rose, mais c'est un poème édifiant. L'auteur est un moine et le pèlerinage de vie humaine, naturellement, consiste à aller vers la Jérusalem céleste en essayant d'éviter les vices et de suivre les vertus. Et malgré tous les obstacles qu'on rencontre sur sa route, c'est un développement un peu analogue à ce qu'avait fait Rudebeuf avec son poème La Voie d'humilité ou La Voie de paradis que nous avions commenté pour d'autres raisons et dans un autre contexte il y a quelque temps. Et donc, pour Guillaume de Digulville, le roman de la Rose est le modèle de cette sorte d'introspection, de cette étude de soi-même à travers la grille, une sorte d'un rêve allégorique ou d'un rêve peuplé de personnifications qui sont à la fois les instances de la personnalité et de la conscience et les différents obstacles ou les différents adjuvants qui peuvent s'offrir à l'homme qui poursuit un but, soit amoureux, soit spirituel. Et cette influence du roman de la Rose ne se marque, enfin, est explicite puisqu'il dit qu'il lisait le roman de la Rose avant de s'endormir et que c'est pour ça qu'il a fait ce rêve, mais elle se marque aussi, dès les premiers vers, au fait que la cité de Jérusalem, où il désire se rendre, lui est montrée dans un miroir. Non seulement elle lui est montrée dans son rêve, mais dans le rêve, on lui présente un miroir, et ce détail inutile, d'une certaine manière, correspond à la fontaine de Narcisse du roman de la Rose. Dans le jardin de plaisir et d'amour, le rêveur s'approche
d'une fontaine dont une inscription lui dit que c'est celle où s'est noyé Narcisse, et c'est dans cette fontaine qu'il voit le reflet du buisson de roses, roses parmi lesquelles se trouve le bouton dont il tombe amoureux. Il y a cette sorte de dédoublement et même quadruplement de la vision parce qu'il y a deux déversoirs ou deux canaux d'accès à la fontaine. Enfin, tout cela est très compliqué. C'est simplifié dans le pèlerinage de vie humaine, mais ce détail montre avec quel soin Guillaume de Digulville s'est inspiré de son modèle. Et vous avez là le début du texte. On m'a reproché à juste titre d'avoir un PowerPoint avec des citations inscrites en trop petit, n'est-ce pas ? Et alors, moi, je ne sais pas bien me débrouiller de cela. Heureusement, Madame Catherine Fabre, mon assistante, a préparé ça comme ça. Moi, je suis d'une maladresse insigne avec ce PowerPoint. Et voilà, donc j'espère que ça va. Donc, une vision. Alors, bon, je saute les 6 premiers vers. Une vision vint une non-chier qui en dormant m'avint l'autrière, car en veillant avouait le eu, considéré et bien veu le très bel roman de la rose, et bien croyez que ce fut la chose qui plus m'émute à ce songier que si après vous veuillez une non-chier. Je veux vous annoncer, vous raconter une vision qui m'est arrivée l'autre jour en dormant, car, et le rapport de causalité, en veillant, j'avais lu, pris en considération, réfléchi, médité et bien vu. D'ailleurs, ce bien vu, on peut dire, bon, c'est pour la rime, mais ce bien vu conforte l'idée à laquelle on est très attentif maintenant, que le roman de la Rose est une œuvre faite pour être illustrée. Tous les manuscrits sont illustrés et largement illustrés. Et bien vu le très beau roman de la Rose, et je crois bien que c'est la chose qui m'a le plus poussé à ce rêve que je veux vous raconter maintenant. Donc, non seulement il y a une attention au rêve lui-même et à l'état de conscience ou de non-conscience particulier qu'est celui du rêveur, mais il y a une attention à l'enchaînement qui conduit de la veille au rêve, qui conduit des pensées de la veille, des pensées qu'on a en veillant, éveillées, au contenu du rêve, à la façon dont les pensées qu'on a éveillées modèlent le contenu du rêve et en même temps sont retrouvées déformées dans le rêve. Et c'est quelque chose qui n'est pas unique, enfin je le dis en passant, à quoi le Moyen-Âge, la fin du Moyen-Âge particulièrement, est très sensible et on trouve dans la poésie de cette époque, on trouve chez Christine de Pisan, on trouve, mais avant, chez Vatriquet de Couvain, chez un certain nombre de poètes, cette attention. Je me suis endormi environné de telle ou telle sensation et j'ai rêvé. Je me suis endormi en regardant un vitrail, une verrière dans un château, dit Vatriquet de Couvain, et j'ai fait un rêve allégorique, mais en relation avec ce qui était peint sur la verrière. Ou même une sensation auditive, c'est quelque chose que j'avais étudié il y a bien longtemps dans un poème du XVe siècle, L'amant rendu cordelier à l'observance d'amour, où le poète dit qu'il se promène dans la campagne, il se couche dans l'herbe près d'une rivière et il entend le battoir d'une lavandière. Vous savez, ce battoir de bois avec lequel on frappait le linge pour détacher la crasse quand on lavait à la rivière. Et il s'endort parce que ce bruit est régulier et l'endort. Et dans son rêve, un coup de vent violent et bruyant le transporte dans un autre pays. Donc le bruit du battoir devient le bruit du vent qui l'emporte dans son rêve. Eh bien,
À ma connaissance, donc, enfin non, Guillaume de Dégulville n'est pas le premier exemple parce que Watriquet de Couvain est à peu près contemporain. Mais enfin, c'est quelque chose de cette époque. Et alors, poursuit, or, entendez la vision qui m'a vint en religion à l'abbaye de Chaly, si comme j'estuais dans mon lit. Non, pardon. Attendez. Alors, j'étais si fier et non, ça ne va pas. Parce que c'est sur 2 colonnes, mais vous n'en avez qu'une et je ne sais pas comment passer à l'autre. Ah, peut-être comme ça, attendez. Non, j'ai toujours. Alors c'est bête parce que moi je l'ai très joli là. Enfin, vous me croyez sur parole, je vous le récite et je vous le traduis. Donc, or, ça va faire pareil. Enfin bref. Or, entendez la vision qui. Ah ben non, parce que l'autre, c'est peut-être la suivante est peut-être restée comme j'avais fait moi. Alors c'est trop petit, mais elle est tout dans. Rien ne va jamais, n'est-ce pas que je ferais mieux d'arriver avec un manuscrit, une plume d'oie, ça correspondrait plus à mes capacités. Or, entendez la vision qui m'a vint en religion à l'abbaye de Chalit, si comme j'estuais dans mon lit. Or, alors, bon, j'ai sauté quelques vers. Écoutez la vision qui m'a devint alors que j'étais religieux, donc j'étais moine, à l'abbaye de Chaly, enfin qui m'avait en religion, moi qui suis moine à l'abbaye de Chaly, alors que j'étais dans mon lit. Et je vous lis les premiers vers du récit, ça commence à ce moment-là. Avim estoué si comme dormoué que je un pèlerin estoué qui d'aller estoué excité en Jérusalem la cité, laquelle boustré m'estouet en amirouer, ça me semblait. J'avais l'impression, en dormant, que j'étais un pèlerin qui avait le violent désir d'aller à la cité de Jérusalem, laquelle m'était montrée, me semble-t-il, en un miroir. Alors, non, d'ailleurs, je vous ai dit un peu une bêtise, c'est ce miroir vient, je pense, de La Fontaine de Narcisse, du roman de la Rose. Mais c'est aussi, alors j'y pense brusquement, vous voyez, c'est un autre type de miroir qui intéresserait, je pense, les folkloristes, comme on disait autrefois, car ce miroir est comme le miroir magique qui fait voir ce qui se passe ailleurs. Il a envie d'aller à Jérusalem, mais il n'a jamais vu Jérusalem. Mais Jérusalem lui est montré dans un miroir. Et alors, ce miroir, c'est à la fois le miroir de la foi, le miroir qui fait qu'on a une sorte de préscience ou de connaissance confuse de ce Dieu vers lequel il faut se diriger. C'est un peu l'idée augustinienne qu'il y a, avant de naître, nous connaissons Dieu et qu'en naissant, nous oublions toutes nos connaissances précédentes, de sorte que nous ne le connaissons plus, mais nous en avons encore un vague souvenir qui fait que nous pouvons désirer le connaître ou le reconnaître. Eh bien, c'est quelque chose d'un peu analogue, mais c'est aussi le miroir magique des contes. Par exemple, le miroir de La Belle et la Bête, dans lequel la Belle voit son père mourant. Alors vous me direz que nous connaissons cette version de La Belle et la Bête par Madame le Prince de Beaumont, qui n'est pas spécifiquement un auteur populaire. C'est même le contraire. Et dans la production je m'égare, mais dans la production de Madame le Prince de Beaumont, La Belle et la Bête est le joyau au milieu de quelque chose d'assez médiocre. Vous avez le cabinet des enfants, le cabinet des fées, je sais pas. Enfin, c'est très très long. Alors il y a des petits personnages, des petites ladies qui chacune ont le nom, chacune a le nom de son caractère. Lady Tempête, Lady Douce, etc. Bon. Et puis il y a leur gouvernante française qui s'appelle Mademoiselle Bonne.
hein, ce qui est à la fois son caractère et sa fonction. Et alors chaque fois il y a une scène, une petite dispute d'enfant ou une petite anecdote de la vie enfantine, un peu à la manière de ce que fera la comtesse de Ségur un peu plus tard. Et Mademoiselle Bonne calme les choses, tire la leçon morale de ce qui s'est passé et raconte successivement un épisode de la Bible et un conte de fées qui illustre la morale de l'histoire. Et les contes de fées sont généralement assez lamentables, l'histoire du prince Titi et de la princesse Bibi ou l'inverse, enfin des trucs comme ça. Mais voilà, il y a la Belle et la Bête. Et mais enfin bon, pardonnez-moi. Mais certains, il y a des versions populaires de La Belle et la Bête, et c'est ce type de miroir. C'est le miroir magique qui dit une vérité, mais dans des circonstances différentes, celui de La Belle au bois dormant. Voilà. Mais enfin, je ne pense pas, ou il est peu probable, que l'auteur aurait dès le début, Guillaume de Digulville aurait dès le début parlé de ce miroir s'il n'y avait pas eu celui du roman de la Rose. Mais enfin, c'est pour ça que je m'égare et qu'une fois de plus j'ai tort, parce que c'est pas pour ça, c'est pas pour le miroir que je vous parlais de ce texte. C'est parce que, vous voyez, l'auteur précise qu'il est un moine de Chailly, mais il donne donc Chailly, près d'Ermenonville, vous savez, il reste des ruines magnifiques et une chapelle où on a restauré récemment une fresque du Primatis, qui est la seule fresque de Primatis en France. Bon. Et c'est une propriété de l'Institut de France, donc on aide l'Institut de France en allant visiter Chailly. Mais c'est là. Le legs Jacques Marandré, Chailly. Mais donc, il précise qu'il est un moine de Chailly, mais il donne cette précision non pas en relation avec la composition du roman, mais en relation avec l'expérience subjective du rêve. Il ne dit pas Guillaume de Digulville, moine de Chailly, a trouvé cette histoire quelque part et va vous la raconter, etc. Et puis ensuite, au moment où il entre dans la matière du roman, comme font les romanciers, nous le verrons tout à l'heure, mais il se présente en relation déjà avec le récit, alors qu'il est déjà dans le récit, et alors que c'est son je qui rêve, en somme. Et peut-être peut-on mettre en relation le fait cette situation avec le fait qu'il ne donne pas ici son nom, qu'il n'utilise pas la troisième personne, mais qu'il reste ce je anonyme, bien qu'identifiable, qui est le je narrateur. Alors nous allons maintenant précisément examiner cette question qui est peut-être un peu bêta, si on veut, mais enfin que j'aborde quand même, la question du « il » associé au nom du romancier comme auteur et du « je » associé au nom du romancier comme narrateur. Et nous allons voir cela dans des romans qui sont, que nous dirions dans notre vocabulaire, de vrais romans, et non pas des projections narratives du fort intérieur, comme le sont le roman de la Rose ou le pèlerinage de vie humaine. Non. De même que, nous a-t-il semblé, c'est ce que nous disions au début du cours, le poème précède le poète, de même, le « il » précède le « je ». Le « je » prend sens et se modèle à travers l'histoire ou le propos initié par cette présentation distanciée et objective de l'auteur. L'œuvre s'ouvre sur cette présentation objective et distanciée d'un auteur qui parle de lui à la troisième personne et une présentation objective et distanciée de l'œuvre que cet auteur qui parle de lui à la troisième personne situe en relation avec la source d'où elle est extraite et avec la tradition d'où elle découle.
Et le jeu qui se manifeste ensuite et qui intervient dans l'histoire en train de s'écrire ou en train de se conter n'est implicitement ou tacitement qu'un avatar de l'auteur désigné comme il. Et ce glissement et ce non-dit permettent toutes les ruses. Nous avons vu avec le roman de la Rose le cas extrême d'un jeu seul en scène dans lequel se confondent les instances du rêveur, du narrateur, de l'écrivain, et qui, très loin dans le roman et à l'intérieur même de son identité la plus subjective et la moins réelle, celle du rêveur, se voit soudain totalement désolidarisé de l'auteur et renvoyé à un auteur premier qui reste mystérieux, Guillaume de Loris, qui ne reçoit son identité que de l'auteur second et qui n'intervenait pas du tout au départ. On était uniquement dans le jeu du narrateur et du rêveur dans les premiers vers du roman, comme nous l'avons vu. Et nous verrons, mais je ne vais pas déflorer son propos, un autre cas extrême et extrêmement intéressant au séminaire tout à l'heure en écoutant le professeur Francesco Zambon avec l'Histoire del Sangral, hein, où il y a comme un narrateur initial qui absorbe la matière de ce qu'il va raconter ensuite, mais une matière qui lui vient de l'extérieur. Enfin, je n'en dis pas plus. Mais les cas sont si divers et les romanciers médiévaux mettent une telle malice, voire une telle duplicité, à jouer de leur présentation, à jouer de leur nom, à jouer de leur prénom, à se cacher, à se découvrir, que seuls des exemples examinés de très près peuvent être parlants et significatifs. Il n'y a pas de règle générale. Donc, je commence par ce qui est le plus connu, mais qui n'est pas connu par hasard, qu'on a bien raison de connaître, et qui sont les prologues, enfin les romans de Chrétien III, en l'occurrence, leurs prologues. Il vaudrait la peine de relire, dans la perspective qui est la nôtre, les prologues des 5 romans, et même en les prenant dans l'ordre chronologique à ceci près qu'il faudrait examiner en dernier celui du Chevalier au Lion. On dit qu'il n'y a pas de prologue dans le Chevalier au Lion, il y en a un tout de même, et non seulement il existe, mais il confirme ce que montrent les 4 autres. Mais nous allons en parler un petit peu, et à partir de l'exemple de Chrétien III, nous ferons, et de ce qu'enseigne chaque prologue, nous ferons des incursions ou des excursions ailleurs. Par exemple, je vais commencer par le prologue d'Érechénide, et à partir de lui, nous examinerons le cas de Hudrotland, qui est un auteur qui est tout aussi intéressant. Donc, je commence bêtement par Chrétien III, que tout le monde connaît, et je commence bêtement par Érechénide, que tout le monde connaît encore, enfin tout autant. Et je commence bêtement par Érechénide, qui est le premier roman de Chrétien III. Alors, en un sens, c'est le roman de Chrétien III le plus original, puisque c'est un roman de l'amour conjugal, ou plus précisément de la découverte à la fois des difficultés, des enjeux de l'amour conjugal et de tout ce qu'il y a à en découvrir quand on croit qu'une fois qu'on s'est marié, tout va bien, c'est fini et qu'il n'y a plus qu'à se laisser aller. Or, c'est un sujet de roman extrêmement rare. Autant la littérature est pleine de romans d'adultère, autant les romans de l'amour conjugal sont vraiment exceptionnels. Et qu'est-ce qu'on trouve ? Le discours du petit roi Locke dans Abeille d'Anatole France. Vous savez, je ne sais pas si vous avez lu Abeille. Si vous n'avez pas lu Abeille, lisez Abeille, qui est un ravissant conte médiéval d'Anatole France. Et à la fin, lorsque Georges, le beau Georges de Blancheland délivre sa petite amie d'enfance dont il est amoureux, Abeille des Clarides, des mains du petit roi des nains, du roi Locke qui vit sous le lac, le roi Locke qui était amoureux d'Abeille, qui aurait bien voulu l'épouser, mais qui sait bien
qu'il n'est que le petit roi des nains et qu'il est un vieux petit roi, n'est-ce pas, bénit l'union de Georges et d'Abeille, et à ce moment-là, il fait un petit discours sur ce qu'est l'amour conjugal qu'on devrait lire dans toutes les mairies au moment, en disant, oui, bon, vous aimez, c'est très bien, mais bon, l'essentiel, c'est d'être indulgent. Et bon, enfin bref, je reviens à Érec et Énide. Donc, mais c'est aussi, je ne le prends pas en premier uniquement pour de mauvaises raisons. Je le prends en premier aussi pour de bonnes raisons, parce que c'est un roman dont le prologue suit, s'agissant de la mise en scène de l'auteur, suit le mouvement le plus attendu. Et ce mouvement va de la plus grande généralité d'un propos sans auteur du tout, un proverbe au vilain, comme on disait, c'est-à-dire un proverbe appartenant à la sagesse populaire et paysanne, et on passe de là à un commentaire lui-même général et impersonnel de ce proverbe, mais commentaire appliquant le proverbe à la fonction d'auteur. Et puis de là, on passe à la désignation de l'auteur par son nom et à la troisième personne, selon l'usage, puis à la prise de parole de l'auteur à la première personne, et enfin un retour au nom et à la troisième personne, mais sous la forme d'une plaisanterie qui réintroduit subrepticement la plus forte présence personnelle qui soit, mais cette fois associée au nom. Donc cette dichotomie, cette distanciation qui est la règle dans les romans, est brisée à la fin du prologue, et le prologue qui paraît suivre les plus grands lieux communs, ou les lieux communs les plus éculés, enfin, rien n'était éculé au temps de Chrétien III, vous me direz, il n'y en avait pas eu tellement avant, mais enfin, même de cette littérature, eh bien, brusquement, se trouve renouvelé. Alors là, on va voir comment ça se présente. Là, vous en avez une... Ah ben non, vous avez deux colonnes, c'est très bien. Et bon. Donc, Livillain dit en son respi que telle chose allons en despit qui moute vaut mieux que l'on ne cuide. Pour se fait bien, qui son estude à tornascence, quelque illette, car qui son estude entre les, tot ispet telle chose taisir, qui moute vinrait puis à plaisir. Por se dit, chrétien détruit, que raison est que toute fruit doit chacun penser et entendre, à bien dire et à bien apprendre, et trait d'un conte d'aventure, une moute belle conjointure. Le vilain dit dans son proverbe qu'il est des choses que l'on dédaigne et qui valent mieux qu'on ne croit. Il fait donc bien celui qui s'applique à faire œuvre sage selon ses capacités, car à celui qui se relâche dans son effort, il peut vite arriver de taire une chose qui, plus tard, viendrait à beaucoup plaire, et beaucoup de plaisir. C'est pourquoi Chrétien de Troyes dit qu'il est juste qu'en toutes circonstances, chacun pense et s'applique à bien dire et à bien enseigner. Et il tire d'un conte d'aventure une excellente adaptation. Alors, vous savez, ce mot a fait couler beaucoup d'encre, je vais y revenir moi-même, pour le moment je dis adaptation. Par quoi on peut prouver et savoir qu'il n'agit pas sagement celui qui ne transmet pas toute la science que Dieu lui a fait la grâce de lui donner. Ce conte est celui d'Érec, le fils de Lac. Devant des rois et devant des comtes, ceux qui comptent pour gagner leur vie ont l'habitude de le dépecer et de le déformer. Maintenant, je vais commencer l'histoire qui désormais restera toujours en mémoire autant que durera la chrétienté. Voilà ce dont Chrétien s'est vanté. Cette longue citation paraît vaine parce qu'elle paraît n'appeler qu'un bref commentaire. Mais le mouvement du développement, encore une fois, est caractéristique de Chrétien. D'un côté, on trouve tous les lieux communs des prologues médiévaux.
de l'autre, leur traitement est d'une grande originalité. Quel lieu commun? Eh bien, deux lieux communs qu'on trouve toujours. Un, il faut faire profiter les autres du savoir ou de la sagesse qu'on a reçu en partage. Et c'est c'est appliqué à l'activité de l'écrivain, c'est une transposition de l'image de la lampe sous le boisseau qu'on trouve dans les trois évangiles synoptiques, chez Matthieu, Marc et Luc, mais qu'on cite généralement d'après Matthieu, parce que ça se trouve au début dans Matthieu du Sermon sur la montagne, donc ça paraît quelque chose qui est vraiment essentiel à l'enseignement du Christ. Donc, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas mettre la lampe sous le boisseau, mais il faut la mettre sur le lampadaire pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. De même, vous, dit le Christ, vous êtes la lumière du monde, il faut le faire savoir. Alors, modestement, l'auteur dit, voilà, il faut que je fasse savoir ce que je sais. Et c'est pourquoi écrire l'œuvre qu'il entreprend est pour l'auteur une obligation morale. C'est en somme une sorte de défense contre l'accusation de vanité. Vous vous faites valoir en écrivant votre œuvre, non, parce qu'il ne faut pas cacher. Bon, il faut utiliser ses talents, si on veut, outre image biblique, évangélique, qui est utilisée dans ces cas-là. Deuxièmement, il faut faire fructifier son talent. Deuxièmement, deuxième lieu commun, cette œuvre, on en trouve ailleurs des versions corrompues et l'auteur se flatte d'en donner la version véridique. Là aussi, c'est quelque chose qui se trouve partout, en particulier dans les chansons de geste. En un sens, ce prologue, le prologue d'Érec et Énide, ne fait rien d'autre que développer ces deux lieux communs. Mais l'essentiel du prologue, comme toujours chez Chrétien, l'essentiel est ailleurs, comme entre les lignes, et dans un mouvement subreptice du texte qui dégage peu à peu une figure d'auteur et un nom d'auteur, et qui le fait à la fois avec insistance et dans l'ambiguïté. Donc, comme je le disais, le texte part du discours le plus général et le plus impersonnel qui soit, celui du proverbe. Et non seulement du proverbe, mais de la forme la plus répandue, la plus commune dans tous les sens du terme, du proverbe commune, c'est-à-dire répandue et peu relevée, la moins autorisée, celle qui est sans autorité parce qu'elle est sans auteur, donc celle qui est à l'opposé de cette figure d'auteur qui ici va s'en dégager, le proverbe au vilain. Le Moyen-Âge avait ainsi des collections de proverbes attribués au vilain. Le proverbe est, puisqu'en départ se dit les vilains, c'est ce que dit le vilain, proverbe qui exprime une sagesse populaire, mais une sagesse d'ignorant. Une sagesse de gros bon sens, souvent exprimée de façon grossière. Il y a beaucoup de proverbes au vilain qui ne sont pas tout à fait convenables ou qui sont scatologiques, qui mère de brasse, mère de boive, ou des choses comme ça. Et une sagesse impossible à attribuer à un sage particulier, une sagesse sans auteur. Et à l'inverse, à l'autre bout, si on veut dire, de l'œuvre, la sagesse d'allure proverbiale qui ouvre le dernier roman de Chrétien de Troyes, le Conte du Graal, qui commence aussi sur un proverbe. Mais c'est un proverbe de saint Paul et ça se poursuit par une citation de l'Évangile qui petit sème, petit que, et qui haut que recueillir veut, en tel lieu sa semence s'espande, que bien à son double l'y rende, car en terre qui rien ne vaut, bonne semence sèche et faux. Celui qui sème peu récolte peu,
et celui qui veut recueillir pas mal, qui veut moissonner pas mal, qu'il sème sa semence en tel lieu qu'elle lui rende au centuple, parce que dans une terre qui ne vaut rien, la bonne semence sèche et meurt. Chrétien sème et fait semence d'un roman quand il en commence, mais enfin, nous en redirons peut-être un mot. Ici, les premiers mots s'affichent explicitement comme n'étant pas de l'auteur, comme n'étant de personne, et moins que de personne, puisqu'ils émanent de ce vilain insaisissable, porte-parole de la sagesse commune, et qui ne saurait avoir rien de commun avec l'auteur, qui lui, évidemment, n'est pas un vilain. Bon. L'auteur, cependant, approuve le propos et le prend à son compte. Mais pourquoi le prend-il à son compte? Quel rapport entre l'affirmation qu'il y a des choses qu'on méprise à tort et qui valent mieux qu'on ne croit, et les deux lieux communs d'auteur qui forment le socle du prologue? Eh bien, là est la première malice et le premier glissement. Chrétien, et c'est quelque chose qui revient chez lui, quelque chose qui d'une certaine façon le définit. Chrétien ne prétend pas que l'histoire qu'il va raconter est en soi d'une importance capitale, comme le font généralement les romanciers. Il dit seulement qu'en taisant ce qu'on sait, on peut manquer l'occasion de dire quelque chose qui ferait plaisir à entendre. Du fameux plaire et instruire, il ne garde que le plaire. Là où on attend, il ne faut pas mépriser ce qui paraît seulement divertissant parce que, qui sait, on peut y trouver aussi matière à instruire. Il dit, il ne faut pas hésiter à se donner du mal pour dire ce qu'on sait, donc la science, c'est pour instruire, car, qui sait, on peut y trouver matière à divertissement. Il y a une sorte d'opposition malicieuse. Ce n'est qu'un peu plus loin qu'il mentionnera l'obligation de bien apprendre, de bien enseigner. Mais enseigner quoi? Enseigner à s'amuser. Et cette remarque, il ne la fait même pas en son nom propre, mais il prétend, contre l'évidence, rester dans la généralité du proverbe et se contenter de la gloser. Il fait donc bien celui qui s'applique à faire des œuvres selon ses capacités, car à celui qui relâche son effort, il pourra arriver, etc. Comme si ça, c'était toujours le proverbe, alors que le proverbe ne dit pas vraiment cela. Il ne se nomme et il n'intervient que pour confirmer cette vérité. Et ainsi, il n'entre dans le jeu que par la bande et subrepticement. Mais aussitôt, il s'impose en donnant à la fois son nom chrétien et son lieu d'origine, Troie, qu'il ne nommera plus. C'est la seule fois où il dit qu'il est chrétien de Troie. D'où savons que c'est chrétien de Troie par ce prologue des Récaïdides. Ailleurs, il s'appellera seulement chrétien. Et c'est que, alors, il se nomme entièrement, si je puis dire, c'est que la confirmation du propos général n'est en réalité qu'une feinte. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui suit la nomination et qui est introduit une fois de plus par la bande comme un rebond et comme une incidence. C'est pourquoi Chrétien de Troie dit qu'il est juste qu'en toutes circonstances chacun pense et s'applique à bien dire et à bien enseigner, et il tire d'un conte d'aventure une excellente adaptation. C'est cela l'essentiel. L'essentiel, c'est que Chrétien de Troie est l'auteur et qu'il tire de son conte d'aventure l'histoire qu'on va lire, et qu'il est l'auteur finalement de l'histoire qu'on va lire. Mais il présente cette affirmation qui est essentielle comme un rebond de la phrase, comme si l'essentiel c'était Chrétien de Troie dit qu'il est juste qu'en toutes circonstances chacun pense et s'applique à bien dire et à s'enseigner, comme si il était là uniquement pour confirmer le lieu commun. Et puis à propos, j'ai une histoire à vous raconter. Et ce rebond, alors ça aussi c'est en marge, est très caractéristique et fait d'une certaine façon le charme du style de Chrétien
qui aime, je suis sûr que nous en avons parlé un jour ou l'autre, mais il y a très très longtemps, il aime les transitions glissées. Il n'arrête pas, on ne pourrait pas éditer Chrétien III en marquant des ruptures entre les chapitres. Il ne termine pas un chapitre ou un épisode, alors qu'il y a des épisodes qui se succèdent, pour passer à un autre. Dans la même phrase, l'épisode se termine et puis on est déjà dans l'épisode suivant. Et il y a une sorte de fondu enchaîné. Eh bien, même dans le prologue, il applique cette sorte de transition douce, cette sorte de légèreté dans l'écriture. Et alors, ce rebond incident, ce rebond qui paraît juste une sorte de codicille à la phrase, eh bien, ce sont ces deux vers capitaux qui ont à eux seuls suscité toute une bibliographie et trait d'un conte d'aventure une très belle conjointure. Et ces vers en fin de phrase, tant est qu'on puisse fixer en ancien français la fin de la phrase, après la copule, comme un ajout après l'affirmation première, glisse que ce Chrétien de Troyes, encore une fois, qui ne s'est d'abord nommé que pour confirmer la vérité générale du proverbe au vilain, est l'auteur de l'ouvrage qui commence. Mais l'auteur, là encore, c'est vite dit, parce que cette formulation, est trait d'un conte d'aventure, une très belle conjointure, a fait couler tellement d'encre que tout reste incertain. Qu'est-ce qu'une conjointure? Il tire d'un conte d'aventure une très belle conjointure. Qu'est-ce que c'est qu'une conjointure? Alors, nous sommes certains que maintenant nous le savons, grâce à notre maître Jean Frappier, depuis longtemps, depuis 60 ans. Jean Frappier m'a montré, et alors c'est une solution qui est pas tout à fait universellement admise, mais presque universellement admise, que la conjointure, c'est la composition, l'agencement, l'articulation des parties du roman qui sont conjointes ensemble de façon à donner au roman un sens. Et dans la très belle traduction de Charles Mella, dans Lettres gothiques et dans la Pochothèque, que je suivais pour l'essentiel dans la traduction que je vous ai donnée, Charles Mella traduit par composition. Il tire d'un conte d'aventure une très belle composition. Et moi, je vous ai dit une très belle, une excellente adaptation. Alors, la solution Frappier peut trouver un argument dans les derniers vers du prologue qui oppose, vous voyez, la conjointure que Chrétien tire du conte aux jongleurs qui corrompent et dépaissent le conte. Ils en livraient donc des lambeaux désorganisés. Lui a su lui donner une organisation. Et là, donc, on s'est rallié à cette interprétation qui est effectivement excellente et excellemment argumentée. Et en s'y ralliant, considérant maintenant que conjointure, c'est ça que ça veut dire, eh bien, cela a eu des conséquences sur la façon dont on a lu l'ensemble des romans médiévaux à partir de Frappier. C'est-à-dire qu'on a été particulièrement sensible à leur organisation, à leur composition, où on a cherché à en déceler l'organisation et la composition en considérant que dans un roman médiéval, le sens est à tirer de cette composition. Alors, et vous voyez, dans le livre, le petit livre là, chez Hatier, le vieux petit livre, mais toujours excellent, de Jean Frappier sur Chrétien de Troyes, eh bien, il se donne beaucoup de mal pour savoir s'il faut distinguer dans Érec et Enid 2 parties ou 3 parties, ou dans le Conte du Graal, ou dans le Yvain, le Conte du Graal, non, puisqu'il est inachevé, mais dans le Chevalier au Lion, 2 parties, 3 parties, 4 parties, et dans les colloques, Frappier, qui
étaient toujours d'une très grande vivacité, partaient en guerre contre ceux qui voyaient 4 partis où l'on voyait 3, ou 2, ça liait lieu à des échanges très animés. Et ça a eu aussi, enfin, pas des conséquences, mais ça a conforté l'hypothèse des médiévistes germanistes à la même époque pour chercher dans les romans allemands, en particulier chez Hartmann von Auer, chez Wolfram von Eschenbach, dans les romans adaptés des romans français, des romans de Chrétien de Troyes, chercher une règle d'adaptation, une règle numérique de l'adaptation. En disant, voilà, il compose en temps de vers et il y a des... Enfin, je ne me rappelle plus le système, c'est assez compliqué. Il y a des unités de temps de vers qu'on peut déceler dans les manuscrits et qui se combinent, enfin, qui se succèdent. Et quand ça ne marche pas, c'est qu'il manque quelque chose, etc. C'était l'hypothèse de Jean Fourquet qui a été développée ensuite par son disciple Huby. Donc les deux visions se confortant, par Daniel Buchin, je l'ai fait aussi, les deux visions se confortant mutuellement, eh bien, on en a conclu que cette histoire de composition et d'articulation des parties, de décompte même des vers, était très très importante dans les œuvres médiévales. Ce qui n'est pas faux. Ce n'est probablement pas un hasard si Jean de Meun se nomme au vers 10 500 à peu près d'une œuvre qui en compte un peu plus de 20 000, enfin à la moitié. Voilà. Mais il me semble, enfin, je ne suis pas iconoclaste par principe ni par tempérament, et j'ai passé l'âge de vouloir me faire un nom en m'en prenant au vieux maître, mais il me semble que l'hypothèse est peut-être un peu plus fragile qu'elle ne paraît et qu'on l'a dit. Pour plusieurs raisons. D'abord, ce sens de conjointure, et je le dis parce que ça a une incidence pour notre sujet. Ce sens de conjointure n'est pas clairement confirmé par beaucoup d'autres exemples. Si Chrétien de Troyes fait du mot un emploi rare, et à plus forte raison un emploi qui lui est propre, on s'étonne, on n'en trouve pas beaucoup avant lui, on s'étonne qu'il n'ait pas glosé, ou qui n'ait pas au moins attiré l'attention sur lui et sur le procédé littéraire qu'il recouvre, alors qu'il est attentif à montrer la façon dont il procède. D'autre part, le sens d'organisation ou de composition de l'ouvrage, au sens exact où Frappier le prenait, a quelque chose, me semble-t-il, d'un peu anachronique. Le Moyen-Âge scolastique connaît évidemment la division d'un sujet en parties. Et la pensée repose même là-dessus. Et la progression dialectique de la pensée d'une partie à l'autre. C'est le principe même des exercices universitaires. C'est ainsi qu'est traitée chaque question abordée par la somme théologique de saint Thomas. Oui, non, et puis ensuite on essaye de trouver une solution. Mais rien ne permet de dire que des romans aient été construits sur le même principe dialectique. Et s'ils l'ont tenté, on ne peut pas dire que le résultat soit clair, ni le succès éclatant. Ce qui est vrai, me semble-t-il, mais enfin ce que je répète tout le temps, c'est ma tarte à la crème, donc c'est pour ça que je serai démenti par les jeunes générations, c'est que les romans de Chrétien de Troyes sont des romans en deux mouvements, mais des mouvements qui relèvent moins de la composition que de la morale de l'histoire, si je puis dire. Le héros conquiert rapidement, parvient au but du roman,
rapidement et facilement, mais sans comprendre où il en est, sans mesurer ce qu'il a conquis, sans en comprendre les implications, et sans, en somme, par hasard. Et du coup, comme il n'a pas compris, il perd tout, et ensuite, il doit douloureusement, dans la douleur de la conscience, si je puis dire, difficilement reconquérir ce qu'il avait conquis si facilement, mais sans comprendre ce qu'il faisait, la première fois. C'est le mouvement d'Érec et Énide. Il est vainqueur une fois, il conquiert Énide, il se marie, tout va bien, je l'aime, elle m'aime, nos parents sont d'accord, que faire? Bon, sorry, tout va bien. Et puis ensuite, il s'aperçoit qu'il y a, c'est pas tout de se marier, il faut savoir ce qu'on fait, et eh bien, toute la seconde partie du roman est pour découvrir ce qu'il faut faire et pour essayer de préserver ce qu'il risque de perdre parce qu'il n'a pas compris ce qu'il faisait ni ce qui lui arrivait. Le même schéma, c'est aussi un roman du mariage dans Le Chevalier au Lion, hein, où il épouse le bon, il est vainqueur de La Fontaine, il épouse l'Odine, tout va bien, il a une permission d'1 an et il perd tout. Même schéma naturellement, et encore plus dans le Conte du Graal, où Perceval ne comprend pas, arrive au château du Graal parce qu'aux innocents les mains pleines, ne pose pas la question, et ensuite c'est tellement difficile de retrouver le château du Graal que le roman se termine, s'interrompt avant qu'il y soit parvenu. Alors bon, ce serait plus difficile, vous me direz, pour les deux autres, enfin en cherchant bien. En tout cas, c'est tout de même quelque chose de récurrent chez Chrétien. Mais c'est... alors, on peut appeler ça une conjointure, mais enfin, ce n'est pas exactement ça tout de même. Et mon troisième argument, et surtout, c'est que dans le contexte du prologue d'Érec et Énide, ce n'est pas ce sens que laisse attendre le mouvement de la phrase et de la pensée. Le mouvement, c'est « chacun doit faire connaître et diffuser ce qu'il sait ». Chrétien dit qu'il faut s'efforcer d'avoir une pédagogie ou une didactique efficace, bien dire et bien enseigner, et il tire d'un conte d'aventure une très belle conjointure. Or, et regardez de près, cet enchaînement laisse entendre que ce qui est conjoint, ce ne sont pas les parties de l'ouvrage composées par Chrétien entre elles, mais c'est cet ouvrage avec sa source, le conte d'aventure. C'est le conte d'aventure et ce que Chrétien en tire, le roman bien sûr, mais aussi le sens, la leçon du roman. C'est le conte d'aventure et ce que Chrétien en tire qui se conjoignent bien, qui s'adaptent bien, par opposition aux morceaux de bric et de broc qu'en livrent les jongleurs. Enfin, je ne dis pas que j'ai raison, mais je dis qu'on peut comprendre aussi que son roman est une bonne conjointure au regard du conte d'aventure, c'est-à-dire, comme j'ai traduit, que c'est une bonne adaptation, ce que signifie à la lettre conjoindre. C'est ça que ça veut dire conjoindre. Ça s'articule bien, hein, ça se joint bien au compte. Et l'attention que je suis contraint de porter à ces vers, où Chrétien de Troyes, après s'être nommé, définit son travail, c'est donc l'attention, me semble-t-il, que l'auteur nous oblige à lui porter, à lui l'auteur, dès lors que, écartant en somme le rideau de son propos général, il entre lui-même en scène. Et à ce moment-là, il peut passer au second lieu commun, sa supériorité sur les autres interprètes de la même histoire. Ce qu'il a réussi à dire
et qui n'est pas un lieu commun à travers ces lieux communs. C'est que sa supériorité n'est pas dans sa fidélité à une source qu'il faudrait respecter parce qu'elle est importante et parce qu'elle est vraie. Ce n'est qu'un conte d'aventure qui appartient à la catégorie des choses dont on ferait aisément peu de cas et auquel il faut que le vilain nous rappelle que tout de même, il ne faut pas être méprisant et faire attention à tout. Sa supériorité est dans la qualité de son adaptation. Les jongleurs qui dépaissent et dérompent le conte ont tort, non pas parce qu'ils portent atteinte à sa vérité, mais parce qu'ils n'ont aucun sens pédagogique et qu'ils font disparaître l'intérêt de la leçon. Et donc, en même temps qu'il se nomme, Chrétien s'attribue donc en tant qu'auteur une importance nouvelle, une importance qui est proportionnelle au peu d'importance de la matière dont il part. Un conte d'aventure donc on aurait tendance à mépriser, et cette importance est confirmée, mais à sa façon légère, ambiguë, humoristique, dans les derniers vers du prologue, mais une fois de plus, je ne sais pas m'organiser, parce que j'ai raconté des bêtises sur je ne sais pas quoi, et nous verrons cela dans la prochaine séance. Je vous remercie.